Docteur Manet, président de l'URPS, médecins libéraux du Languedoc-Roussillon. Docteur Dominique Jolin-Flamme, secrétaire général de l'URPS dans cette région également. Docteur professeur Bernard Guerrier, président du CROM. Monsieur Claude Humbert, directeur de la CEPAM de l'Hérault. Madame Morin, présidente du CIS. Monsieur Beau, président de l'Observatoire européen de la protection sociale. Mesdames et messieurs, les médecins libéraux qui nous faites le plaisir d'être là aujourd'hui dans cette région. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors si vous me permettez, je voudrais faire juste un petit clin d'œil en préambule de mon intervention pour vous dire à quel point je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de représenter l'agence, mais également très heureuse de partager cette journée avec Martina Houstin, puisque j'ai été son adjointe pendant 5 ans, et lorsqu'elle dirigeait l'ARES Languedoc-Roussillon, et que dans ce contexte-là, je m'inscris, là le clin d'œil, délibérément, volontairement, dans la continuité et dans une ARS durable. Au-delà du clin d'œil, pour être fonctionnaire d'État depuis que je suis toute petite et avoir travaillé au plan régional et au plan national, je crois profondément que ce que l'État doit, que ce soit en région, que ce soit au niveau national, c'est de s'inscrire dans la continuité pour pouvoir nouer des partenariats réels et des échanges réels avec l'ensemble de ses partenaires. Ça me semble vraiment extrêmement important parce que cette continuité est absolument indispensable, et d'autant plus que les enjeux sont majeurs, le monde de la santé est majeur, les citoyens, pour les citoyens, c'est une attente majeure et absolument indispensable, alors que les enjeux structurels sont importants. Bien entendu, des inégalités sociales, vous le savez, vous y êtes confrontés régulièrement, des inégalités sociales et territoriales de santé, encore une mortalité prématurée évitable, le poids des maladies chroniques qui se développent régulièrement, et puis les aspects vieillissement et dépendance. Alors que pourtant, il faut noter qu'il y a une mobilisation des ressources absolument considérable et en progression constante. Je ne vais pas vous assonner de chiffres, mais si l'on regarde, en 1950, les dépenses de santé représentaient 2,6% du PIB. Aujourd'hui, 2015, elles représentent 12%, ce qui est quand même extrêmement significatif, sachant que les dépenses sont engagées globalement, à peu près pour moitié pour l'hôpital, pour moitié sur les soins de ville. Pour autant, il demeure des déserts médicaux, dont on peut noter là aussi qu'ils ont augmenté, ils ont été multipliés par 3, si l'on compare sur 100 000 habitants en l'espace de 40 ans, et en même temps l'existence de zones surdotées qui peuvent induire, c'est toujours le cas, mais qui peuvent induire une surconsommation et une inadéquation des soins. Et puis une difficulté d'organisation, je pense que nous en sommes tous conscients, une difficulté d'organisation de l'ensemble des soins autour des usagers. Précarité également, incontournable, là aussi, je suis convaincue que vous la vivez régulièrement, avec 4 millions de Français, dont 2,5 millions qui pourtant sont au-dessus des minima sociaux et qui n'ont pas accès à une couverture complémentaire et qui ont des difficultés à accéder aux soins ou qui sont dans une logique de refus du soin. 30% de la population, quand même, qui est confrontée à une problématique de renoncement aux soins. Alors que les patients souhaitent être les partenaires dans la gestion de leur santé et que l'accroissement des polypathologies, des maladies chroniques nécessite d'agir en amont et d'axer son action sur la prévention. Alors, comment rendre la santé durable, puisque c'est le thème extrêmement heureux et important que vous avez choisi aujourd'hui. Si l'on regarde à peu près toutes les expériences et études internationales, les résultats sont globalement toujours probants sur le fait que nous pouvons obtenir des gains d'efficience par une organisation coordonnée des niveaux de santé primaire, secondaire et tertiaire, et par des organisations transversales des ressources, ce que l'on a coutume d'appeler aujourd'hui de plus en plus fréquemment dans une logique de parcours. Alors, si l'on tient compte de tout ça, cela vient interroger, bien sûr, les contenus, de quelle manière on a une approche globale des soins, de la prévention, des déterminants de santé, interroge aussi les techniques et les pratiques, l'organisation, la gouvernance, la régularisation, les problématiques de pertinence, les financements, et puis également la formation. Je dois vous dire que pour venir d'un autre univers, qui est celui de l'enseignement supérieur et la recherche,
pour avoir travaillé dans un cabinet au moment où se créait l'universitarisation de la filière de médecine générale, pour avoir représenté l'ensemble des ARS dans le groupe de travail qui réfléchissait sur la réforme du 3e cycle des études médicales et pour piloter l'internat dans notre région. Vous voyez, c'est un secteur qui m'intéresse tout particulièrement et je trouve qu'il a une importance globalement majeure parce que lorsqu'on parle de santé durable, lorsqu'on parle de l'action des médecins, lorsqu'on parle d'adaptation à des évolutions sociétales, médicales, techniques, technologiques, bien entendu que la formation est un aspect absolument majeur. C'est ce que nous essayons de développer dans cette région avec un partenariat très étroit à la faculté de médecine de manière générale, avec le département de médecine générale pour déployer un certain nombre d'actions, je crois, concrètes et pragmatiques et qui répondent à des besoins et surtout. Alors là, vraiment, ce à quoi je crois et que j'ai porté tout le temps dans le groupe de travail sur le projet de réforme, est le fait qu'il faut absolument veiller à ce que la formation des médecins réponde, qui est déjà par nature très pratique, très professionnelle, très professionnalisante, mais qu'au-delà de ça, elle prépare les médecins à pouvoir connaître leur environnement, à pouvoir faire des choix éclairés, et donc à ce que les stages soient les plus ouverts possibles. Donc nous portons très fortement en région, en lien avec le département de médecine générale, pour les médecins généralistes, des stages intitulés « Ça se passe », vous me passez l'acronyme, mais c'est en fait ce temps de stage lors de la dernière année de formation qui permet de travailler en binôme avec un médecin installé, qui est une excellente préparation au fait de pouvoir rentrer dans le secteur libéral et de pouvoir s'installer comme médecin. Là aussi, vous savez bien ce qu'est l'enjeu extrêmement majeur de cette installation des jeunes médecins en tant que médecins généralistes. Donc c'est un des aspects. Nous portons aussi ce qui s'appelle des sortes de stages de consultation qui permettent aux médecins en fin de cursus de pouvoir compléter ce qu'ils considèrent comme n'ayant pas avoir été suffisamment approfondis le long de leur cursus et qui leur permet d'organiser leur dernier semestre de stage chez des praticiens différents, par exemple 2 mois chez un dermato, 2 mois chez un gynéco, parce qu'ils ont conscience que quand ils seront installés, ils auront besoin de cette dimension-là. De même, nous portons largement, c'est un objectif majeur, le développement de l'ambulatoire et de la chirurgie ambulatoire. Je dois vous dire qu'il me semble très intéressant que les internes puissent faire des stages dans des cliniques privées où généralement la pratique de la technique ambulatoire, qui n'est pas qu'une problématique d'acte chirurgical, mais aussi de fonctionnement, d'organisation globale, puisse être vue et perçue de l'intérieur et que cela est extrêmement utile. Il me semble vraiment qu'il faut qu'il y ait cette recherche d'adéquation entre la formation et ce qu'est l'aspiration du futur médecin dans son activité à venir. Vous voyez, par exemple, pour avoir travaillé sur des maquettes de dermato, spécialistes, là pour le coup, quand on voit qu'il y a plus de 80% des dermatologues qui sont installés en libéral, il me semble absolument indispensable que dans la formation, il y ait des stages chez les médecins libéraux spécialistes en dermato, ne serait-ce que parce que voilà, c'est tout simplement une base de ce qu'est une formation appropriée à une activité ultérieure. Je me suis étendue sur la formation, vous voyez à quel point c'est un sujet qui m'intéresse, mais au-delà de mon intérêt, je crois profondément qu'il est majeur. Parce que cela s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs que nous fixe la stratégie nationale de santé, dans lesquels l'agence s'inscrit bien entendu, et notamment pour renforcer la prévention, lutter contre les inégalités territoriales dont je parlais tout à l'heure, et puis adapter le système aux défis qui se présentent aujourd'hui, que ce soit la démographie médicale, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit les attentes des patients bien entendu, tout en préservant le niveau d'excellence qui est réellement le nôtre, que ce soit dans les soins, l'enseignement supérieur et la recherche. D'autant que les médecins changent. Je parlais de la formation tout à l'heure, de leur appétence, de l'appétence des jeunes médecins. Elle est vraie, elle a évolué, mais l'appétence des médecins que vous êtes installés aujourd'hui change également. Alors avec un certain déclin de la démographie médicale, qui peut-être est probablement moins important que celui qui était attendu ou craint voici quelques années, mais enfin qui interroge tout de même, parce que il faut le noter, un vieillissement de la profession, la féminisation du corps,
pas moi qui vous dire qu'il faut le regretter, pour autant c'est notable dans les transformations. Aujourd'hui, 70% des médecins de moins de 35 ans sont des femmes, ce qui est quand même un élément extrêmement important. Une diminution des médecins généralistes en activité régulière. Là aussi, le professeur Hasenteufel le dira mieux que moi très certainement, mais si l'on regarde la dernière étude du CNOM, et que l'on mesure que globalement, sur ces dernières années, sur 15 000 postes qui ont été pourvus, je ne parle même pas des postes ouverts, qui étaient autour de 19 000, sur 15 000 postes ouverts, au final, quand vous déclinez les changements de parcours, les différences d'installation, etc., vous arrivez à ce qu'à peu près, il y ait autour de 5 000 médecins qui en réalité s'installent. Ce qui est quand même, voyez-vous, un chemin qui aboutit à pas exactement ce qu'était le résultat attendu. Oui. On part de 19 000 postes ouverts aux ECN, globalement, à ce qu'au final, il y ait 15 000 postes pourvus. Et vous avez à peu près la moitié des médecins qui s'installent en hôpital. Je parle des médecins généralistes, s'installent en hôpital, ce qui est potentiellement pas si connu que ça. Et à peu près 5 000, 5 500, de mémoire à peu près exactement, qui s'installent en réalité en tant que médecins libéraux dans un cabinet et dans leur cabinet. Le développement du temps partiel, qui est une demande forte et que l'on peut comprendre et bien entendu. L'offre de soins libérale qui se réduit au profit du salariat, un âge d'installation de plus en plus avancé, 32 ans en moyenne en 90, 37 ans aujourd'hui. Et puis cette volonté des jeunes médecins, mais pas que des jeunes médecins, de mieux maîtriser leur temps de travail et de travailler en équipe. Et avec un contexte de prise en charge générale qui évolue lui aussi, vous le savez bien, un objectif de baisse de séjours de durée des séjours hospitaliers, et puis la complexification du parcours de santé. Cette semaine, j'avais le plaisir d'ouvrir le colloque national de la FNEAD, et c'est un des points importants sur lesquels nous avons tous échangé. L'HAD en est un exemple très certainement de coordination et de coordination des soins au sein d'une équipe médicale avec l'intervention des médecins libéraux, sachant que vraiment cela relève cette importance de la coordination, l'importance du lien, et notamment l'importance du lien entre médecins généralistes et médecins spécialistes, que le spécialiste soit installé en libéral ou qu'il travaille dans un établissement de santé, mais en tout cas, cette importance du lien entre les deux est très certainement majeure. Et dans cet objectif-là de lien, de coordination, l'agence, bien que je vous parle quand même de l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon quelques instants, soutient un certain nombre de projets, mais toujours dans l'idée, dans l'optique que on ne peut rien faire si on essaie d'imposer quoi que ce soit. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut développer les choses que si elles sont dans une logique d'accompagnement et que tout doit partir de l'initiative des professionnels, sinon concrètement, on n'arrive absolument à rien. C'est en tout cas comme ça que nous travaillons pour essayer de développer des maisons de santé pluriprofessionnelles. 34 sont accordées dans cette région. Nous avons essayé d'innover en finançant des coordinateurs inter-maisons de santé pluriprofessionnelles à titre expérimental pour essayer de promouvoir encore mieux cet espace de coordination pour avoir des formations communes, des rencontres des partenaires, des portages de projets, des relais d'informations partagés. Il y a des projets expérimentaux de territoire qui sont en train de naître ici ou là et nous les regardons avec beaucoup d'attention parce que c'est extrêmement important. Nous portons le développement des contrats d'engagement de service public et j'ai cru comprendre que cela serait reconnu tout à l'heure par un de nos premiers CESP qui devrait, je pense, être retenu au titre du prix de thèse. Et puis le soutien que nous essayons de faire en termes de zones fragiles, chaque fois en essayant de répondre à ce qu'est la demande des médecins. Je vous donne un exemple. Quand les médecins qui sont isolés en zone rurale nous disent, vous savez, c'est extrêmement lourd tout au long de la semaine, assurer l'activité et puis être de garde et être d'astreinte le week-end sans aucune interruption, c'est très difficile. Donc nous avions essayé de développer, avec un accompagnement financier donné par l'agence, le fait qu'il y ait des week-ends, des médecins qui interviennent le week-end, donc qui viennent prendre le relais de leurs confrères qui sont, eux, en territoire isolé, donc c'est des médecins volontaires bien entendu,
qui le plus souvent sont installés sur la bande littorale et qui acceptent d'aller travailler dans les zones isolées, financées par l'agence, le week-end, pour que leurs collègues, de temps en temps, soient libérés de ce poids et de cette charge récurrente de l'astreinte. Et puis, nous essayons de développer des choses dans le domaine de la télémédecine. Le docteur Jolin Flamme est présidente du GCS e-santé, et là aussi c'est un signe tout à fait significatif de ce souci de travail en liaison forte avec les médecins libéraux. Et là, voyez-vous, le GCS fonctionne avec une alternance d'un président côté hospitalier et d'un président côté libéral. Et nous avons le grand plaisir de travailler actuellement avec le docteur Jolin Flamme dans ce contexte pour développer un certain nombre de projets. Je vais certainement pas tous vous les citer, mais deux qui me semblent importants. D'une part, nous essayons d'être pilotes avec la RS Île-de-France pour développer un répertoire opérationnel des ressources et lien avec le Conseil de l'Ordre également, sur la médecine ambulatoire, donc le fait d'avoir une sorte d'annuaire interactif mis à jour sur les médecins libéraux et qui leur permet aussi de fait, étant dans l'application, de pouvoir avoir accès à toute la définition des ressources, les contacts des établissements hospitaliers. Cela nous semble majeur pour faire le lien entre les uns et les autres. Et puis des aspects de médecine, de messagerie sécurisée sur lesquels nous travaillons aussi dans cet objectif. Voilà, je conclurai juste sur cet aspect-là, sur ce souhait d'avoir des relations étroites avec les professionnels libéraux, d'avoir des relations étroites avec les URPS. Nous essayons de porter un certain nombre de projets ensemble régulièrement. Nous allons en analyser ensemble très très prochainement. Parce que si je peux conclure là aussi sur quelque chose ce à quoi je crois très très profondément, c'est que si l'on veut avoir des relations durables, comme une santé durable, comme un exercice durable, cela ne peut se faire que sur un socle de confiance. C'est comme ça que nous avons travaillé, je crois, je peux le dire, Jean-Mané l'a dit tout à l'heure et je l'en remercie. Je pense que c'est comme ça que nous avons travaillé sous l'égide de Martine Austin pendant 5 ans, avec le RPS, avec les représentants des médecins, et c'est vraiment très sincèrement comme ça que je vous propose de continuer à travailler ensemble, parce que, oui, c'est le seul socle qui permet d'avoir de réels liens durables. Je vous remercie. Bravo. Mais avec des atouts comme tous ceux que vous citez, Madame Marchand, vous allez faire une bouchée de tous vos voisins, notamment un tout petit peu plus à l'ouest, non ? C'est ça ? C'est votre ambition ? Non. Notre ambition est dans un partenariat équilibré. Dites-moi autre chose sur la féminisation du corps. Vous parlez du corps professionnel. Rassurez-moi. Bien sûr. Mais je suis une femme, je peux tout m'autoriser dans ce domaine.